Nous commençons nos escapades en lançant notre drone à l'assaut du monument le plus visité du Périgord, le château de Castelnau. Ses origines remontent au XIIe siècle, mais ce château fort n'a cessé d'être remanié, aménagé au fil des batailles, des évolutions dans la manière de faire la guerre. Castelnau est aujourd'hui un catalogue grandeur nature de l'art de fortifier. Bonjour Christine. Bonjour Eric. On est immédiatement plongé dans une ambiance guerrière. Ce sont des catapultes, c'est le bon terme? Non, elles ont toutes leur nom propre, une perrière, un mangonneau, un trébuchet. Nous sommes entre les deux machines les plus puissantes du Moyen-Âge, puisqu'elles pouvaient envoyer des boulets d'une centaine de kilos à 200 mètres de distance. On parle beaucoup de la guerre au Moyen-Âge. Le château lui-même s'est retrouvé à un carrefour avec des rendez-vous incroyables avec l'histoire de France. L'histoire de ce château commence par un fait d'armes, puisqu'en 1214, Simon de Montfort vient aux portes de Castelnau pour attaquer ce château. Il y a des foyers cathares en Périgord et Simon de Montfort remonte jusqu'ici pour éradiquer l'hérésie qui s'est installée dans toute la Dordogne. Il ne reste quasiment plus rien de ce premier château brûlé lors de ces événements. Très vite, une nouvelle forteresse est reconstruite. Au XIVe et XVe siècle, Castelnau se retrouve sur une nouvelle ligne de front. On est en pleine guerre de 100 ans entre les royaumes de France et d'Angleterre. Oui, effectivement, la Dordogne va servir de frontière naturelle entre deux camps, puisque les seigneurs de Castelnau vont prendre le plus souvent le parti des Anglais, alors que le seigneur de Beynac, en face, va rester fidèle à la couronne de France. Ça signifie qu'on s'épie, on s'observe, mais est-ce qu'on s'attaque également? On s'attaque, il y a 7 prises et reprises de camp. Le château de Castelnau va changer de camp, en fait, passer de la France à l'Angleterre en fonction des alliances politiques. Et alors comment tout ça va se conclure? Eh bien, Charles VII, le roi de France à l'époque, en a tellement marre que ce château soit aux mains des Anglais qu'il va demander au seigneur de Beynac de rassembler tous les seigneurs français ralliés à sa bannière et d'assiéger le château de Castelnau. Le château résiste, mais au bout de 3 semaines, les Anglais en sous-effectif vont négocier leur reddition et demandent 400 écus d'or. Ils les reçoivent et ils capitulent. Et l'histoire n'est pas finie. Au XVIe siècle, durant les guerres de religion, les seigneurs de Castelnau se convertissent au protestantisme, alors que l'ennemi de toujours, Beynac, est lui dans le camp des catholiques. Encore de bonnes raisons de fortifier le château. Christine, comment s'y prend-on pour rendre un château quasiment imprenable ? Eh bien, il y a 2 principes à respecter, la défense passive d'un côté et la défense active de l'autre. Alors ici, nous respectons la défense passive en étant positionnés sur un éperon rocheux. On est à 160 mètres au-dessus du niveau de la Dordogne. Côté est et côté sud, 2 à-pics de falaise. Côté ouest, le village et son enceinte qui protègent. Et côté nord, un point faible, puisque nous sommes devant une colline. Donc il fallait raser la forêt pour éviter aux ennemis d'arriver à couvert. Il arrive malgré tout que parfois des armées viennent faire le siège, donc on s'installe autour. Alors là, j'imagine que c'est la défense active quand l'ennemi est au pied du mur. Certes, il ne faut pas juste compter sur l'épaisseur des murs ou la hauteur de la courtine sur laquelle on est aujourd'hui. Il faut aussi compter sur des organes de défense actifs tels que les hourds, les mâchicoulis. Les mâchicoulis, c'est quoi? Alors ça vient de l'expression mâcher le col, donc briser le cou. C'est donc un système de balcon en saillie d'un mur, dans le sol desquels sont aménagés des trous pour pouvoir permettre aux défenseurs de jeter des gros cailloux sur la tête des gens. Et pas d'huile, bien sûr, puisque c'est trop cher. Ça, c'est l'image d'Épinal qui est fausse. Tout à fait, on le dit, je l'entends encore de la part de certaines personnes, mais non, effectivement, l'huile, ça coûte cher, c'est un savoir-faire, on préfère la consommer, tout simplement. Nous voici rendus sur les hourds dont je vous parlais tout à l'heure. Donc même principe que les mâchicoulis, sauf qu'ils sont en bois. Ces ours sont installés sur le donjon, c'est véritablement la pièce principale du château. Oui, c'est la tour maîtresse, symbole du pouvoir politique, militaire, économique du seigneur. C'est de là où il commande à ses troupes, donc effectivement c'est le cœur du château.
Aujourd'hui, Castelnau accueille dans ses murs l'un des musées de la guerre au Moyen-Âge les mieux dotés de France. Armures, arbalètes, armes de poing, épées, rien que des pièces authentiques. Pour Kléber Rossillon, le propriétaire, ce jour est particulier. De nouvelles pièces achetées lors d'une exceptionnelle vente aux enchères en Allemagne viennent tout juste d'arriver. J'arrive à un bon moment, c'est le grand jour, c'est ça? C'est le grand jour. Voilà. Comment cet objet est arrivé ici, Kléber? Alors, nous l'avons acheté dans une salle des ventes à Munich. C'est une pièce qui est d'origine allemande ou autrichienne. Alors, je crois qu'il va falloir qu'on enfile les gants. Là. Allez. Le bois a l'air authentique. Alors. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arc-but arquebuse à mèche. Il y a beaucoup de pièces comme celle-ci dans le monde? Très peu, très peu. C'est une pièce très rare. Très peu, il y en a quoi, peut-être 1000, 2000? Non. S'il y en a, peut-être 10. Pas plus? Oui, pas plus. On va l'emmener. Ah mais en fait, tu viens rejoindre quoi, sa grande sœur, une autre arquebuse? Alors ça, c'est une arquebuse à rouet. C'est un mécanisme qui est plus sophistiqué, qui est plus tardif. Ça, c'est ce qui nous manquait dans notre collection, l'arquebuse à mèche. Donc elle va bien rejoindre sa sœur dans la vitrine. C'est une collection qui est importante, rare. Oui, on a une très belle collection d'artillerie dans cette tour, avec de très belles pièces tout autour de nous. Et nous avons les collections d'armures et d'armes d'ast, c'est-à-dire d'armes de piétons, qui sont dans les autres salles du château. La fierté de Kléber, c'est la richesse de ses collections, notamment les armes à feu du début de l'artillerie. Voici l'ancêtre de la mitraillette, un orgue à 12 canons reconstitué à partir d'un dessin de Léonard de Vinci. La richesse, mais aussi la précision historique. La preuve, Kléber nous entraîne dans son musée pour authentifier une autre pièce achetée lors de cette vente, une leçon d'histoire façon enquête policière. Alors nous avons là une très belle sculpture du XIVe siècle. Et ce qui nous intéresse, vous voyez, c'est Saint-Georges qui terrasse le dragon. On voit des traces de peinture à l'intérieur. Oui, avec les traces de peinture d'origine. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est de voir si le heaume que nous avons acheté ressemble à celui de Saint-Georges. Alors le voici. Quelle période? Il nous est donné pour le début du XVe siècle, mais quelquefois les experts se trompent. Wow. Voilà. Ah oui, il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. On va garder. Vous voyez, c'est un casque avec son bec de passereau. C'est pointu comme cela, et on regardait juste simplement par la fente. Et si vous regardez, il a bien la même forme et que celui du Saint-Georges quand on relève son mésaille. Voilà, il a relevé son mésaille pour regarder le dragon qu'il va tuer. C'est bien la même pièce, ça c'est magnifique. Il va falloir que nous le regardions de plus près avant de la mettre en vitrine. Mais elle a tous ces éléments, elle est superbe.